Elric des Dragons, livre 2, chapitre 3. Justice et tradition. Je gouvernerai désormais comme tu souhaitais me voir gouverner, mon cousin. Elric regardait les soldats de Divinvar qui cernaient l'usurpateur pour le maîtriser et le dépouiller de ses armes. Hyrkoon haletait, comme un loup qui viendrait d'être capturé. Il regarda tout autour de lui, comme dans l'espoir de recueillir le soutien de l'un des soldats. Mais il ne se heurta qu'à des regards de mépris ou d'indifférence. « Et tu seras le premier à bénéficier de mes nouvelles méthodes de gouvernement, prince Hyrkoon. Es-tu satisfait ?» Hyrkoon baissa les yeux. Maintenant il tremblait. Elric éclata de rire. « Parle moins fort, mon cousin. » « Puisse Ariok et tous les seigneurs de l'enfer te tourmenter pour l'éternité. » grommela Hyrkoon. Il rejeta la tête en arrière, roulant des yeux féroces. Il abaissa le coin des lèvres. « Ariok, Ariok, maudit ce faible albinos. Ariok, détruis-le pour ne pas voir tomber Melniboné. » Elric criait toujours. « Ariok ne t'entend pas. Le chaos a peu de pouvoir sur la terre maintenant. Ton incantation ne suffit pas pour invoquer l'aide que les seigneurs du chaos octroyaient jadis à nos ancêtres. Et maintenant, Hyrkoon, dis-moi où se trouve la princesse Simoril. » Mais Hyrkoon s'était de nouveau renfermé dans un mutisme farouche. « Elle est dans sa tour, mon empereur, » dit Magnum Colim. « C'est un soldat d'Hyrkoon qui l'a emmené là-bas, » ajouta Divinvar. « Le capitaine de la garde de Simoril. Il venait de tuer un soldat qui essayait de défendre sa princesse contre Hyrkoon. Il ne serait pas impossible que la princesse Simoril fût en danger, monseigneur. »« Alors, allez vite à la tour. Emmenez des hommes avec vous et ramenez Simoril et le capitaine de sa garde. »« Et Hyrkoon, monseigneur ?» demanda Divinvar. « Qu'il reste ici jusqu'à l'arrivée de sa sœur. » Divinvar s'inclina et sortit de la salle du trône avec un corps de soldats. Tous avaient remarqué que son pas était plus léger, sa mine moins sévère que lorsqu'il était entré dans la salle du trône à la suite du prince Hyrkoon. Hyrkoon redressa la tête et regarda vers la cour. Il avait l'air attendrissant d'un enfant perdu. La haine et la colère s'étaient effacées de son visage. Elric sentit naître en lui un sentiment de pitié pour son cousin. Mais cette fois-ci, il réprima ce sentiment. « Tu devrais me savoir gré de t'avoir légué le pouvoir quelques heures, de t'avoir laissé jouir de ce sentiment de domination face au peuple melnibonéen. » C'est d'une voix timide et intriguée à la fois qu'Hyrkoon demanda à Elric. « Comment as-tu échappé à la mort? Tu n'avais ni le temps, ni la force de prononcer une incantation. Tu pouvais à peine te mouvoir, et ton armure a dû t'entraîner au plus profond de la mer. Tu aurais dû te noyer. Je ne comprends pas, Elric. Tu aurais dû te noyer. » Elric haussa les épaules. « J'ai au sein de la mer des amis qui reconnaissent mon sang royal et mon droit de gouverner, si toi tu ne le fais pas. » Hyrkoon essaya de dissimuler sa stupéfaction. À sa haine pour Elric venait maintenant s'ajouter de façon singulière le respect. « Des amis ?» ?»« Oui, » dit Elric avec un léger sourire. « Je croyais que tu avais fait vœu de ne pas user de ton pouvoir de sorcellerie. »« Mais tu croyais qu'un tel vœu convenait mal à un monarque melnibonéen, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec toi. Vois-tu, Hyrkoon, tu as finalement remporté une victoire. » Hyrkoon regardait fixement Elric, comme pour essayer de découvrir ce qui se cachait derrière ses paroles. « Tu vas faire venir les seigneurs du chaos ? » « Aucun sorcier, aussi puissant soit-il, ne peut invoquer les seigneurs du chaos, ou, pour la circonstance présente, les seigneurs de la loi, s'ils ne veulent pas entendre celui qui les invoque. Cela, tu le sais, Hyrkoon. N'as-tu pas essayé toi-même? Et Ariok ne s'est pas manifesté, n'est-ce pas? T'a-t-il fait don de ce que tu désirais, c'est-à-dire les 2 épées noires? Tu sais cela? Je ne le savais pas. Je l'ai deviné. Mais maintenant je le sais. »
Hyrkoun essaya de parler, mais le courroux le rendait muet. Il ne put qu'émettre un faible grognement. Les soldats s'emparèrent de lui. Il se débattit, mais dut bientôt renoncer à la lutte. Divinvar revint avec Simoril. La jeune femme était pâle, mais souriante. Elle se précipita vers le trône. « Elric !»« Simoril, es-tu blessé ?» Simoril jeta un coup d'œil sur le capitaine de sa garde, qui arborait maintenant un air déconfit. Il était arrivé avec la princesse. Elle eut alors une moue dégoûtée, puis secoua la tête. « Non, je n'ai pas de mal. » Le capitaine tremblait de terreur. Il lança un regard implorant à Hyrkoun, comme s'il avait espéré quelque chose de celui-ci. Mais Hyrkoun, prisonnier, baissait toujours les yeux. « Qu'il approche !» dit Elric en désignant le capitaine. L'homme fut traîné, gémissant, jusqu'au pied des marches du trône de rubis. « Le voilà, le traître !» dit Elric. « Hyrkoun, lui au moins, a eu le courage de me tuer. Et ses ambitions étaient grandes. Ta seule ambition à toi, c'était de devenir l'un de ses favoris. Et c'est ainsi que tu as trahi ta maîtresse et tué un de tes soldats. Quel est ton nom ?» L'homme avait du mal à parler, mais il finit par dire dans un murmure. « Valaric, que pouvais-je faire d'autre? Je sers le trône de rubis, quel que soit celui qui l'occupe. » Ainsi le traître prétend que c'est la loyauté qui a motivé son acte. Je n'en crois rien. C'est la loyauté, en effet, monseigneur. Le capitaine se mit à pleurer et tomba à genoux. Tuez-moi, ne m'infligez pas plus grand châtiment. La première réaction d'Elric fut de faire ce que l'homme lui demandait. Mais il regarda Hyrkoun, puis se rappela l'expression qu'il avait lue sur le visage de Simoril lorsque celle-ci avait elle-même regardé le garde. Il savait qu'il se devait de faire un exemple du capitaine Valaric. Il hocha alors la tête. « Non, je t'infligerai un plus grand châtiment. Tu mourras cette nuit, comme le veut la tradition de Melniboné. Mes nobles festoieront pour célébrer le nouvel empereur. » Valaric se mit à sangloter. Puis se reprenant, il se releva, et redevint le Melnibonéen qu'il était. Il s'inclina profondément, puis se retira pour se livrer à ses gardes. « Il me faut trouver un moyen de vous réunir dans la mort, toi et celui que tu voulais servir. » Elric poursuivit. « Comment as-tu tué le jeune soldat qui voulait obéir à Simoril ?»« Avec mon épée, un coup dans les règles de l'art, un seul coup. »« Et qu'as-tu fait du corps ?»« Le prince Hyrkoun m'a dit de le donner aux esclaves de Simoril pour leur repas. »« Je vois. Prince Hyrkoun, tu seras du festin ce soir pendant que le capitaine Valaric nous offrira le spectacle sublime de l'agonie. » Hyrkoun était presque aussi pâle qu'Elric. « Que veux-tu dire par là ?»« Tu te régaleras ensuite des succulents morceaux de chair du capitaine Valaric, que notre docteur Chest se fera un honneur de préparer. Tu pourras même dire à quelle sauce tu désires voir accommoder ce plat. Je ne pense pas que tu veuilles manger de la viande crue, mon cousin. » Même Divinvar avait l'air surpris d'une telle décision de la part d'Elric. C'était une décision digne d'un Melnibonéen, certes, et une subtile réplique au prince Hyrkoun. Mais ce n'était pas une décision qui ressemblait à Elric. Du moins, à l'Elric qu'il avait connu jusqu'alors. En entendant ces mots, le capitaine Valaric poussa un hurlement de terreur et regarda le prince Hyrkoun, comme si l'usurpateur eût déjà goûté sa chair. Hyrkoun se détourna, tremblant. « Tout cela n'est qu'un début, » dit Elric. « Le festin commencera à minuit. Jusque-là, Hyrkoun restera dans sa tour. » Après que le prince Hyrkoun et le capitaine Valaric eurent disparu, Divinvar et la princesse Simoril s'approchèrent d'Elric, qui, enfoncé dans son fauteuil, contemplait le lointain d'un regard plein d'amertume. « Tout cela était d'un cynisme sublime, » dit Divinvar. Simoril dit à son tour. « C'est tout ce qu'il mérite. »« Oui, » murmura Elric. « C'est ce qu'aurait fait mon père. C'est ce qu'Hyrkoun aurait fait si les rôles avaient été inversés. Je ne fais que respecter les traditions. »
Je ne prétends plus être mon seul maître. Je demeurerai ici jusqu'à ma mort, prisonnier du trône de rubis, à le servir comme Valaric prétendait le faire. Ne pourrais-tu pas plutôt les tuer tous les deux sur le champ ? Demanda Simoril. Tu sais que je ne plaide pas pour mon frère parce que c'est mon frère. Je le hais par-dessus tout. Mais cela pourrait être fatal, Elric, de mettre ton plan à exécution. Et après ? Que cela me soit fatal. Puissais-je simplement perpétuer la tradition de mes ancêtres, sans plus, marionnette des fantasmes et des souvenirs qu'agitent des fils vieux de 10 000 ans. Peut-être que si vous alliez dormir, suggéra Divinvar. Je crois que je resterai longtemps sans dormir après tout cela. Mais ton frère ne mourra pas, Simoril. Lorsqu'il aura subi son châtiment, c'est-à-dire lorsqu'il aura mangé la chair du capitaine Valaric, j'ai l'intention de l'envoyer en exil. Il ira seul dans les jeunes royaumes. Il n'aura pas le droit d'emporter ses grimoires. Il devra se débrouiller du mieux qu'il pourra au pays des barbares. Je crois que ce châtiment n'est pas trop sévère. Tu es même trop indulgent, dit Simoril. Je te conseillerais de le tuer. Envoie des soldats tout de suite. Ne lui laisse pas le temps de tramer un autre complot. Ce n'est pas ce que je redoute, dit Elric en se levant d'un air las. Maintenant, j'aimerais que vous me laissiez seul pendant 1 heure ou 2, avant que le festin ne commence. Je dois réfléchir. Je vais retourner à ma tour pour me préparer, dit Simoril. Elle embrassa doucement son front pâle. Il leva vers elle des yeux pleins d'amour et de tendresse. Il étendit le bras pour lui caresser les cheveux et la joue. « N'oublie pas que je t'aime, Elric, dit-elle. « Je vais vous escorter, lui dit Divinvar. Vous allez devoir choisir un nouveau capitaine pour votre garde. Puis-je vous demander de remplir ce rôle ? Je vous en serai gré, Divinvar. Ils prirent congé d'Elric, qui regardait toujours dans le vide. La main qu'il portait parfois à son pâle visage tremblait un peu, et le tourment emplissait ses yeux mystérieux. Plus tard, il se leva de son trône pour aller rejoindre ses appartements, escorté de ses gardes. Avançant lentement, tête baissée, il eut un moment d'hésitation devant la porte de la bibliothèque. Il allait instinctivement chercher le réconfort et l'oubli dans une certaine forme de connaissance. Mais à ce moment précis, il détestait ses parchemins et ses livres. Il leur reprochait alors ces problèmes ridicules de morale et de justice qu'il lui imposait. Il leur reprochait ses sentiments de culpabilité et de désespoir qu'il lui infligeait pour avoir décidé de se conduire comme devait se conduire un monarque melnibonéen. Finalement, il dépassa la porte de la bibliothèque et entra dans ses appartements. Mais même ces appartements ne lui convenaient plus. Il n'avait plus la somptuosité et le raffinement des alliances de formes et de couleurs qui étaient l'apanage de tous les melnibonéens, à l'exception de son père. Il remédierait à tout cela le plus tôt possible. Il s'en remettrait aux fantômes qui l'habitaient. Il erra d'une pièce à l'autre pendant un moment, essayant de refouler cette voix intérieure qui lui recommandait la clémence à l'égard de Valaric et Hyrkoun. Au moins leur exécution, ou mieux, leur exil. Mais il lui était impossible de revenir sur sa décision. Il s'allongea sur une couche voisine d'une fenêtre qui donnait sur toute la cité. Des nuages turbulents tourmentaient toujours le ciel. Mais maintenant la lune brillait, œil jaune et morbide d'un inquiétant animal. Un œil qui semblait le regarder avec une ironie triomphante et goûter la défaite de sa conscience. Il enfouit sa tête dans ses bras. Un peu plus tard, ses serviteurs vinrent lui annoncer que les courtisans étaient arrivés. Ils parèrent alors leur maître de la robe jaune de cérémonie et de la couronne à l'effigie du dragon. C'est une salve d'applaudissements qui l'accueillit. Des applaudissements plus chaleureux qu'il n'en avait encore jamais reçus. Il salua à son tour et alla prendre place sur le trône de rubis qui dominait les nombreuses tables de banquet. Une table fut installée devant lui avec 2 sièges supplémentaires, car Divinvar et Simoril seraient à ses côtés. Mais ni Divinvar, ni Simoril, ni le renégat Valaric n'étaient encore là. Et Hyrkoun, où était-il ? Il aurait dû être au milieu du hall. Valaric pendu à ses chaînes et Hyrkoun assis en dessous. Le docteur Jest était là. Il allumait le feu sur lequel il avait posé ses poêles à frire et aiguisait ses couteaux. Le hall tout entier résonnait des conversations animées des courtisans qui se préparaient aux réjouissances.
Déjà les plats arrivaient, bien que personne n'eût le droit de manger avant l'empereur. Elric fit un signe au commandant de sa garde. « La princesse Simoril ou le seigneur Divinvar sont-ils déjà arrivés ?»« Non, monseigneur. » Simoril était rarement en retard, et Divinvar ne l'était jamais. Elric fronça les sourcils. Peut-être n'avait-il pas envie de se divertir. « Et les prisonniers ?»« On est allé les chercher, monseigneur. » Le docteur Jess lança un regard interrogateur à Elric. Il attendait. Puis Elric entendit un bruit dominant le murmure des conversations, une sorte de gémissement qui semblait venir de toutes parts. Il inclina la tête et écouta attentivement. Maintenant les autres aussi entendaient. Ils se turent et tendirent l'oreille. Bientôt le silence se fit dans le hall. Le bruit augmentait. Soudain les portes de la salle du trône s'ouvrirent et Divinvar apparut, haletant, sanglant, les vêtements en lambeaux et couverts de blessures. Et derrière lui, une nuée, un tourbillon de pourpre et de bleu. C'était cette forme nébuleuse qui poussait ce gémissement. Elric se leva précipitamment de son trône et repoussa la table. Il descendit rapidement les marches à leur rencontre. La forme nébuleuse et gémissante s'engouffra dans la salle du trône, comme pour s'emparer de Divinvar. Elric prit son ami dans ses bras. « Divinvar, qu'est-ce que cela ?» Le visage de Divinvar était horrifié, et ses lèvres semblaient paralysées par l'effroi. Il finit par dire « Tout cela émane de la sorcellerie d'Yrkun. Il a invoqué cette forme nébuleuse et gémissante pour l'aider à s'enfuir. J'ai essayé de le poursuivre, mais la nuée m'a englouti et j'ai perdu connaissance. J'allais le chercher, ainsi que son complice dans la tour, mais la sorcellerie avait déjà opéré. Il l'a emmené avec lui, Elric. Il s'est enfui avec Simoril, Valaric et une centaine de soldats qui lui sont restés fidèles. Il faut nous lancer à sa poursuite. Nous le capturerons bientôt. Vous ne pouvez rien faire contre la nuée. Ah, la voilà !» Et elle commençait à les engloutir. Elric essaya de se débattre en agitant les bras, mais la forme resserra encore plus son étreinte. Ses longs gémissements envahirent les oreilles d'Elric. Ses couleurs hideuses l'aveuglèrent. Il essaya de se dégager, mais en vain. Et maintenant des mots se faisaient plus distincts. « Elric est fait. Elric est insensé. Elric doit mourir. »« Arrêtez !» cria-t-il. Il se heurta à un autre corps et tomba à genoux. Il se mit à ramper, tentant désespérément de s'échapper. Des visages prenaient forme maintenant au sein de la nuée. Des visages terrifiants, plus terrifiants que tous ceux qu'il avait pu voir jusqu'alors, même dans ses cauchemars les plus horribles. « Simoril !» cria-t-il. « Simoril !» Et l'un des visages devint le visage de Simoril. Elle le regardait d'un air moqueur. Son visage se ridait de plus en plus, puis il vit une couronne hideuse et un crâne en putréfaction. Il ferma les yeux, mais l'image était toujours présente. « Simoril !» murmuraient les voix. « Simoril !» Et Elric faiblissait à mesure que son désespoir grandissait. Il appela Divinvar, mais pour toute réponse, il entendit l'écho moqueur de son appel, tout comme lorsqu'il avait appelé Simoril. La bouche et les yeux fermés, il essaya de nouveau de se libérer en rampant. Mais de longues heures passèrent avant que les gémissements deviennent une faible plainte, puis un léger murmure lointain. Il ouvrit les yeux pour voir la nuée disparaître. Il essaya alors de se redresser, mais ses jambes ne le soutenaient plus, et il s'effondra sur la première marche du trône de rubis. Une fois encore, il n'avait pas tenu compte de l'avertissement de Simoril pour le mettre en garde contre son frère. Et une fois encore, elle était en danger. La dernière pensée d'Elric fut « Je ne suis pas digne de vivre. »